Eh bien, merci à toutes et tous d'être présents là ce matin pour ce petit temps d'échange avec nous sur le début de mandat on en parle depuis longtemps et ça y est, il approche à grands pas. Avec Christian Chattard, d'Auxilia, on échange avec beaucoup de collectivités en ce moment dans le cadre de nos activités respectives et on a eu du coup pour idée de vous mettre en relation ce matin sur le début de mandat, comment bien l'appréhender, comment se lancer dans le nouveau mandat qui arrive. Et on a également construit une méthodologie pour accompagner certains de nos collectivités avec qui nous travaillons par ailleurs, euh, à base de diagnostic quantitatif du territoire, de séminaires participatifs pour remobiliser les élus, les agents et les partenaires clés aussi du territoire. On vous présentera ça tout au fil de l'échange. Mais voilà, on s'était dit que c'était intéressant de vous partager nos intuitions que l'on a là sur le début de mandat et puis nos expériences de la précédente mandature, même si elle s'est déroulée, et notamment sur le début de mandat, dans un contexte très particulier avec la crise sanitaire qu'on a toutes et tous vécue, et où donc on ne peut pas... voilà, on sait très bien qu'on ne sera pas dans le même contexte, mais on a quand même des conclusions à en tirer. Deux, trois éléments de cadrage. On se donnera jusque midi pour cet échange. Il est également enregistré puisque certaines personnes ne pouvaient pas être disponibles et nous ont demandé un replay. Et puis, voilà, n'hésitez surtout pas à participer à l'écrit là dans le chat, dans la conversation. Si vous avez des questions au fil de l'eau, on pourra les aborder lorsqu'on aura des temps d'échange. Tiens, donc Anna. Ouais, donc effectivement, là, on est deux animateurs aujourd'hui pour échanger avec vous. Donc moi, je suis Anna Leroux, je fais partie du bureau d'études ITA Conseil. On est une petite équipe de 14 personnes aujourd'hui. On s'est lancé il y a 10 ans et nous, on est spécialisé dans les diagnostics de territoire et l'accompagnement des collectivités à la décision avec, dans le cadre de nos diagnostics, deux approches. Une approche quantitative. Dans ce cadre-là, on a créé un outil statistique que l'on appelle les profils croisés, les profils thématiques, qui est en fait un- un outil qui permet de recenser toutes les données en open data sur votre territoire, euh, sur 12 thématiques différentes, la petite enfance, les seniors, le logement, l'environnement, les finances locales, etc. Donc des sujets qui peuvent balayer globalement toutes vos compétences et préoccupations. Donc ça, c'est un premier volet. Donc on a un pôle data qui est en charge de construire ces outils-là statistiques. Et à côté de ce pôle, on a un pôle études et stratégies où là, on est 9 consultants et nous accompagnons les collectivités plus en avant. Donc pas uniquement sur le volet statistique, mais on vient sur le terrain échanger avec vous sur les problématiques d'aujourd'hui, les problématiques de demain. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille aussi bien spécifiquement sur les politiques sociales et éducatives. Je vous mettais là, voilà, on a quasiment 400 collectivités qu'on a accompagnées depuis nos débuts, et je vous mettais là des exemples de démarches sur lesquelles on peut être amené à intervenir. Analyse de besoins sociaux. En ce moment, nous travaillons beaucoup sur la petite enfance au niveau de la mise en place du service public de la petite enfance, des projets sociaux de territoire, etc. Voilà pour notre petite présentation. Christian, je te laisse la main. Pour ma part, moi je suis Christian Chattard, je suis l'un des directeurs de l'association Auxilia. On existe depuis 2001 maintenant et on accompagne les collectivités territoriales de façon stratégique et opérationnelle dans leur démarche de développement local, de développement territorial. On balaye un scope assez large des transitions écologiques et solidaires avec, comme vous le voyez en haut à gauche, différents experts qui vont accompagner les collectivités dans leur politique énergie-climat, économie circulaire, les transitions agricoles, alimentation, l'urbanisme, l'eau. Un gros sujet évidemment en ce moment, le champ des transports, le développement économique, etc. Moi, je suis le directeur des stratégies territoriales
au sein de la structure. Je travaille et j'accompagne les collectivités depuis 22 ans maintenant. Je suis basé à Vannes, en Bretagne, et on est une quarantaine de collègues intervenant aux quatre coins de la France, depuis Paris, Nantes, Lyon, Lille, Bordeaux et Vannes. Pour ma part, on s'est fait une spécialité ces 10 dernières années d'accompagner les projets de territoire des collectivités, je vais dire intercommunalités et communes, notamment dans leur lancement de mandat. Juste un petit focus justement sur les projets que nous menons en ce moment, justement aux quatre coins de la France, depuis 2025 et ce début 2026, dans l'Hérault, en Savoie, dans l'Yonne, dans le Puy-de-Dôme, et aussi dans le Morbihan, avec effectivement plusieurs collectivités accompagnées. Euh, Petit focus très rapide, simplement pour vous donner un peu cette spécificité. Je vous l'ai dit, on est une association loi de 1901, avec justement un statut un petit peu différent par rapport aux acteurs du conseil classique, qui nous permet d'aller justement sur des sujets différents, expérimentaux, innovants aussi, avec un travail autour de la co-construction, d'une vision stratégique partagée, beaucoup de co-construction, de concertation, évidemment avec les acteurs locaux, un travail assez fin de terrain avec les élus notamment, et en parallèle de l'accompagnement à l'émergence de projets opérationnels, de l'étude de faisabilité, de la recréation de services dans l'emploi, de l'activité, notamment dans les territoires ruraux. On intervient beaucoup effectivement sur ces sujets de vulnérabilité sociale, d'accès aux services, de mobilité rurale, d'accès à la santé. On va balayer effectivement ces différents sujets. Mais revenons effectivement à ce qui nous intéresse effectivement aujourd'hui, Anna, le sommaire avec les 3 intuitions qu'on voulait partager aujourd'hui. Ouais. Effectivement, trois intuitions à nouveau et qui sont basées sur le terrain, hein. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on est des bureaux d'études qui sommes spécialisés dans les collectivités, donc on échange beaucoup avec vous. Et donc, ces derniers temps, ce qui est revenu, c'est que pour nous, il y avait 3 questions majeures qui se posent là pour bien commencer le mandat. Un, c'est comment remobiliser rapidement dès le lendemain des élections. Et à nouveau, en 2020, on a connu un contexte spécifique où on a eu une crise sanitaire inattendue à gérer. Donc, ça a aussi décalé beaucoup d'autres priorités des collectivités. Donc là, la question, c'est voilà, comment est-ce que, on espère que cette fois-ci, on n'aura pas une crise de la même ampleur à gérer. Donc, comment en tout cas se remobiliser rapidement. Le deuxième sujet qu'on a identifié, c'est aussi bah, quels sont les grands défis d'aujourd'hui et surtout de demain. On voulait aussi revenir là-dessus et on vous donnera spécifiquement la parole sur ce sujet pour entendre aussi, vous, les sujets du moment qui vous questionnent, sur lesquels il va particulièrement falloir travailler là dans le mandat. Et puis le troisième point, c'est comment est-ce qu'on construit un mandat dans des temps qui sont contraints et compliqués, avec notamment toute la contrainte budgétaire que l'on connaît depuis des années et qui là s'intensifie, se complexifie et qui va forcément nous amener, vous amener à amener vos élus à prioriser, à arbitrer, à renoncer sur certains sujets, puisqu'il va falloir se mettre en ordre de bataille là en début de mandat. Alors la manière dont on a envisagé là le webinaire, on n'est pas sur un temps de grands sachants, on va dire. L'idée c'est de vous partager effectivement, comme le disait Christian à l'instant, nos intuitions sur ces 3 sujets-là. Et surtout l'objectif c'est de construire un échange avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous donnera la parole. L'objectif c'est de comprendre vous, vos interrogations, vos attentes, vos craintes, vos espoirs, et de pouvoir voilà, rebondir aussi entre vous toutes et tous. Et donc, je me permettrai juste d'être gardienne du temps. Et c'est super parce que nous sommes dans les temps. On se donnera un quart d'heure sur chaque sujet. Donc voilà, à 11h30, je me permettrai de nous couper malheureusement. Et tu as raison. Alors, je me lance, première intuition, justement, et pour nous, c'est le point de départ, c'est la recréation d'un collectif. On est parti effectivement de ce constat que le mandat 2020-2026 a été compliqué dans sa genèse, évidemment. On ne va pas revenir là-dessus. Et on a besoin
de recréer justement ce collectif-là. Je vais, une fois n'est pas coutume, commencer par le petit cartouche en rouge pour garder ça effectivement en tête. Les élus communautaires ne se choisissent pas. Et ça, c'est un vrai point justement par rapport à eh bien, une campagne municipale et par rapport à un collectif qui est créé déjà dès cette période justement de campagne. Les élus communautaires se découvrent plus ou moins, mais se découvre effectivement lors de l'installation du premier conseil. Et il y a ce besoin, en tout cas, on a identifié effectivement ce besoin d'arriver à créer très rapidement pour éviter également une démarche très longue, comme on peut le retrouver dans des projets de territoire traditionnels qui prennent souvent 1 an et demi, voire 2 ans pour atterrir. Il y a ce besoin effectivement de recréer un collectif immédiat vraiment dans les jours qui suivent l'installation de fait du conseil communautaire et l'élection du président ou de la présidente de votre collectivité. Il y a plusieurs choses, nous, que l'on a vues effectivement comme enjeu. La question donc du bilan du mandat précédent pour sortir justement des enjeux du territoire actualisé. Évidemment que vous ne repartez pas d'une feuille blanche et ça suppose pour vous, effectivement, collaborateurs, collaboratrices dans votre organigramme, de structurer justement ce passage de relais entre les directions, entre les services de votre organigramme et les vice-présidents, vice-présidentes nouvellement installés. C'est un vrai point qui est souvent fait de façon, j'allais dire, peu structuré ou en tout cas différemment d'une collectivité à l'autre. Et ça relève effectivement d'un sujet d'incarnation, de transmission très fort, de passage de relais. On est au stade aussi, pourquoi pas, des intuitions, des chantiers déjà en cours où le ou la chef de service doit passer justement ce savoir des années écoulées avec justement le nouvel exécutif. Pour nous, c'est un premier point effectivement qui est important. Le second, c'est de cerner très rapidement aussi les attentes des communes. On l'évoquait, mandat 2020-2026, complexe dans sa genèse et notamment dans le lien avec les communes, avec finalement un profil de coopération qui s'est plus ou moins distendu entre les communes et l'intercommunalité. On pense qu'il y a ce besoin dans les semaines qui suivent l'installation de recréer du lien avec les maires des communes membres, avec également les élus municipaux. On travaille beaucoup, en tout cas dans ces démarches lancées sur des questionnaires finalement de représentation, de perception, comment les élus municipaux ont vécu justement à la fois cette campagne et pour celles et ceux qui ont été reconduits le mandat précédent, comment travailler avec l'intercommunalité, quels sont les sujets qui fonctionnent moins bien. Il y a vraiment ce besoin effectivement de recréer du lien avec les élus municipaux. On a l'habitude avec Anna de travailler avec le bloc local, donc élus communautaires et élus municipaux, et ça nous semble être un sujet important, comme l'est le deuxième point, c'est-à-dire d'arriver à créer des rôles arriver à clarifier, pardon, des rôles assez précisément sans juxtaposer les démarches. Il y a souvent la tentation en fait d'additionner justement des démarches j'allais dire de structuration, de programmation, dès le lancement du mandat, projet de territoire, pacte de gouvernance, pacte fiscal et financier. En fait, il y a vraiment ce besoin de clarifier les rôles dès le début, de la gouvernance, des règles du jeu. C'est assez simple, en fait, effectivement, à analyser dès la nomination du premier ou de la première vice-présidente. Ça donne une coloration, notamment sur les chantiers prioritaires, par exemple, qui vont être déployés. Le rôle des vice-présidents, également en tant qu'ambassadeurs de l'intercommunalité, la représentation par rapport aux autres institutions. Le rôle des commissions, est-ce que c'est le président, la présidente qui les réunit, qui a un rôle, entre guillemets, de consultation ou un vrai rôle d'arbitrage? Quelle est la participation des élus municipaux dans ces commissions, la mobilisation rapide d'une conférence des maires, voire une convention des conseillers municipaux pour vraiment présenter notamment les services, les acquis à tout le monde? Toute cette partie-là, j'allais dire, est à animer dès le printemps. Vous le savez, si vous êtes amené justement à gérer cet agenda-là. Mais ça nous semble effectivement fondamental de l'avoir en tête et ça préfigure
le projet de territoire, en tout cas le succès de cette démarche, notamment de lien avec les élus locaux qu'on imagine effectivement réunir. Alors évidemment de façon régulière dans le cadre je veux dire, d'un projet de territoire tel que vous pouvez l'avoir en tête, mais avec peut-être des inflexions différentes par rapport à, je veux dire, à l'accumulation des documents de programmation que vous avez pu avoir en 2020-2026, qui a été un mandat de restructuration des compétences post-loi NOTRe, qui a eu besoin de préciser justement du fonctionnement avec, j'imagine, beaucoup de diagnostics, des démarches également qui se sont juxtaposées, de Petite Ville à demain au soutien apporté par la Banque des Territoires jusqu'à la contractualisation demandée par votre région ou par votre département. Cette suite de démarches a pu éloigner un certain nombre d'élus avec j'allais dire cette vision finalement d'un mandat peut-être beaucoup plus technique, avec une accumulation effectivement de comités de pilotage, d'un agenda souvent très contraint. Ce que l'on a éprouvé, en tout cas en interrogeant un certain nombre d'élus, c'était vraiment le besoin de recréer du collectif et j'allais dire tout simplement, utiliser des mots très simples, du plaisir à travailler ensemble. Évidemment, c'est des ateliers, évidemment, c'est des séminaires, mais c'est aussi des méthodos qui doivent repenser voilà, les méthodos traditionnels à base de post-it. La petite vignette que vous avez effectivement à droite, elle n'est pas anodine. On a beaucoup travaillé justement sur cet aspect convivial qui n'est pas juste un mot, qui n'est pas juste une méthodologie, mais d'arriver vraiment à recréer le plaisir de réfléchir ensemble, de s'engager ensemble. Ce que vous voyez effectivement à l'écran, c'est l'un des séminaires de lancement du projet de territoire de Centre Morbihan Communauté, qui est une communauté de communes de 26 000 habitants, une dizaine de communes dans le centre du Bretagne, dans le centre Morbihan, où il y avait vraiment ce besoin effectivement de recréer ce collectif-là, de la co-animation avec une association musicale, culturelle, paraît anecdotique, présentée comme cela, mais est en fait un des pans effectivement indispensables de cette recréation du collectif. Et petit clin d'œil et en même temps petite astuce méthodologique, on travaille aussi beaucoup sur cette notion de fierté. Vous l'avez compris, on essaye beaucoup de travailler justement sur cette addition de communes qui constitue justement un territoire et pas simplement une collectivité supplémentaire, mais un territoire de vie, va nous emmener à travailler justement sur cette valorisation alors des fiertés individuelles, collectives, associatives, entrepreneuriales, patrimoniales, peu importe, mais en tout cas de laisser la parole aux communes pour présenter notamment en début de mandat, à leurs confrères, consoeurs, autres élus, justement, la spécificité de leur commune. Là aussi, ça paraît effectivement assez anodin, mais en fait, ce travail d'un récit commun commence aussi par là, par la reconnaissance des spécificités, des éléments de différenciation. C'est un point important qui va me permettre de finir sur cette présentation-là, c'est de travailler sur des fils conducteurs peut-être en différenciation par rapport aux territoires voisins. Vous le savez, si vous êtes lancé dans des démarches de projet de territoire, on est sur des démarches souvent assez symptomatiques, avec des méthodologies souvent assez classiques, avec le risque également d'aboutir à des démarches et à des livrables assez convenus. Il y a un vrai enjeu en fait de se différencier par rapport à l'approche, par rapport à la posture, par rapport également aux objectifs voulus par tout simplement par l'exécutif, voulus également par les acteurs locaux. Cette différenciation des axes-là qui peuvent se résumer avec quelques chantiers prioritaires, des axes forts lancés dès le début du mandat, très concrètement dès la fin du mandat, dès la fin de décembre 2026, par exemple, et un point hyper important qu'on a trop souvent tendance à négliger. Donc, priorisons justement ces 100 jours là qui viennent pour travailler à la fois sur ce collectif et sur ces marqueurs pour différencier justement le projet de territoire par rapport à ce que peuvent faire tout simplement les voisins.
Voilà, je ne sais pas du tout s'il y a je partage mon écran, donc je vois pas du tout s'il y a des éléments sur le fil de discussion, mais n'hésitez pas à prendre la parole pour partager des, euh, des, euh, des difficultés ou au contraire des opportunités que vous voyez dans ce début de mandat pour reconstituer finalement ce collectif, pour pourquoi pas effectivement mobiliser, remobiliser élus communautaires, élus municipaux dans un même cap en commun. Euh, à vous de jouer si vous voulez nous partager des éléments. Mm. N'hésitez pas à prendre la parole du coup directement en réactivant votre micro. On a Est-ce que c'est une difficulté que vous avez pu effectivement connaître en 2020 après les élections? Alors on va prendre cette fourchette de 2020-2021, à arriver justement à mobiliser dans le contexte compliqué que l'on a connu, justement tous vos élus, de les embarquer dans la gouvernance retenue avec vos commissions vraisemblablement, mais aussi en travaillant finalement en coopération avec les communes. Comment c'est fait pour celles et ceux qui veulent prendre la parole ce début de mandat lors du mandat précédent? Est-ce que Jasmine Fedor ou chez Montagne, vous voulez partager vous vos difficultés actuelles ou passées d'ailleurs? Ah, Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? ouais, C'est c'est bon. parfait. Euh, oui, effectivement, moi, j'étais pas là au début du mandat, mais c'est vrai qu'il y a une fusion enfin, c'était une communauté de communes avec deux anciennes communautés de communes, et du coup, c'est très compliqué de créer un collectif, et je trouve ça intéressant de profiter de ces élections et de ce nouveau mandat pour essayer de prendre en considération les spécificités de chacun et voir là où on a du sens ensemble. Et déjà, la reconnaissance des spécificités, ça c'est important. Je pense que pour chaque commune, elle se sent un petit peu plus valorisée au sein d'un collectif. Et, euh, et c'est le moment de le faire et de voir quels sont les projets communs qu'on peut avoir pour le territoire. Parce que souvent, c'est un peu des individualités et ils ont du mal à trouver du sens ensemble. Donc, Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et ça, alors, on partage cette petite astuce, effectivement très simple, que vous soyez directeur, directrice des services ou en charge d'une direction aménagement ou développement économique ou en charge des communications. C'est un sujet finalement très simple à faire. On a un petit formulaire qui s'appelle carnet de campagne qui permet justement d'aller détecter quelques fierté, quelques réussites plus ou moins récentes. Ça peut aussi effectivement remonter à quelques années, mais pour recréer aussi un fil et un sentiment aussi ouais, souvent d'engagement à recréer. C'est très simple à faire auprès justement des équipes municipales en place et pour tout vous dire, ça peut souvent prendre la forme d'une exposition en marge d'un premier séminaire ou d'une première conférence des maires où les communes finalement se présentent à elles-mêmes avec quelques photos plutôt bien trouvées, plutôt bien choisies, qui met en scène justement ces fiertés, ce patrimoine, ou en tout cas ces réussites-là. C'est assez simple à faire et franchement, ça permet justement de garantir le fait qu'aucune commune finalement n'est oubliée, quelle que soit sa taille. Et ce cap, finalement, se crée finalement en additionnant et en, en, en créant finalement un récit sur la base de finalement de ce bassin de vie en commun, quoi. Je veux bien réagir. Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Oui, je veux bien réagir. Alors, moi, je suis Madame Ortega du Cibrésien en Poitou. Alors, en fait, nous avons fait en 2020, on s'est dit avec les membres de notre CODIS, hein, on a un groupe de chefs de service. On a fait 3 jours de formation sur les nouveaux élus parce que nous avons eu 65% en plus de renouvellement au niveau du conseil communautaire. Donc, ça a permis quand même aux élus d'abord de connaître. On avait préparé des petites slides. C'était 3 jours de formation
mais d'une journée en fait. D'accord. On a fait ça sur 3 jours pour permettre à tous les élus pour permettre aux élus de choisir leur journée, dont un samedi. Alors bon, voilà, des fois c'est aussi le jour bah, qui est quand même aussi demandé. On a évité le dimanche, mais quand même on a fait le samedi. Ouais. Ça a été très fédérateur parce qu'on a présenté tous les services en fait. En fait, c'est le lien entre l'administration et le projet politique. C'était le projet politique parce qu'on n'avait pas de projet de territoire. Donc, et l'objectif, c'était ensemble, sur ce mandat-là, de faire le projet de territoire. Donc, on est parti 2020 sur une présentation des compétences de l'interco, du fonctionnement, et puis après, le projet de territoire a émergé, à savoir que nous avions aussi validé un PLUI juste avant les élections 2020. Ce que je veux là-dessus, où je veux rebondir sur votre idée, c'est ce qui nous a manqué, je pense. Alors d'abord, et ce qu'on va faire, en fait, on s'appuie sur ce qu'on a oublié en 2020, c'est la visite du territoire, parce que en fait, les élus se rendent compte au bout de 6 ans, des fois, qu'ils savent pas où est la salle des fêtes d'une des communes de la communauté de communes. Donc, on pensait faire un jour, c'est pour ça, là, j'ai vu, vous proposez aussi des ateliers festifs, voilà, une sorte enfin, c'est notre idée, hein, de faire visiter le territoire parce que Tout à fait. nous sommes issus d'une fusion obligatoire en 2017 et effectivement, les territoires ne se connaissent pas forcément. Et même en 6 ans, on a eu du mal même si on faisait quand même des réunions décentralisées. Donc là, une visite du territoire, ça nous a manqué. Et aussi la chose que je rebondis, qui me semble importante maintenant, c'est la fierté locale. L'esprit communautaire a été très compliqué quand même, malgré ces visites et enfin Mm. malgré les commissions, hein. On a 15 commissions thématiques, ça marche très bien. Mais par contre, le rassemblement du bloc local avec les Tout à fiertés fait. locales, là aussi, on va continuer nos petites formations, bien évidemment, pour expliquer la communauté de communes. Mais je trouve que les deux idées là de la fierté territoriale, de présentation des communes aux autres d'abord, et puis aussi de cette visite géographique, Exactement. voilà, avec parce qu'on va avoir, alors on a moins de renouvellement d'élus, enfin normalement, mais quand même avec les nouveaux, ça va permettre cette connaissance territoriale parce que il n'y a pas l'esprit communautaire est pas encore ancré, quoi. Voilà, nous sommes 3 bassins de vie distincts en plus. On n'est pas un seul bassin de vie, hein, comme une grosse agglomération. On est 3 bassins de vie distincts et dans le coup, ça joue dans l'intérêt communautaire. Voilà. Je voulais rebondir là-dessus avec ces deux idées qui me semblent indispensables en plus de la connaissance de l'administration. Et ben, rien à ajouter, vous avez tout à fait raison. Euh, Anna, on enchaîne peut-être et on reprend de toute façon vos interventions seront les bienvenues sur les deux sujets suivants qui vont faire le lien. Euh, Est-ce que tu nous entends, Anna? Hmm, je pense que Anna, tu n'es pas là, tu devais prendre la main. Juste, rassurez-moi, vous m'entendez bien, tous les participants? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ah, très bien. Oui, on Bon, t'entend Tout va bien. bien. ok, c'est parfait. Je réessaye une dernière fois. Anna, est-ce que tu es là ou pas? Euh, non. Bon, alors nous, notre deuxième sujet, vous l'avez compris, c'était Anna qui devait effectivement le présenter avec ses outils, notamment de portrait de territoire et de diagnostic. Euh, on voulait justement mettre l'accent sur la capacité à identifier justement les différents, j'allais dire les différents enjeux très rapidement, les défis, et peut-être même justement faire le lien sur l'ensemble de la batterie de diagnostic que vous avez pu avoir justement durant le mandat 2020-2026. Chaque mandat arrive avec son lot de défis, vous le savez bien, effectivement, et on voulait effectivement mettre l'accent sur tous les signaux faibles que l'on peut voir venant à la fois donc du territoire, mais aussi de façon exogène
avec les mutations qui forcément bousculent finalement votre quotidien en tant que service. Le premier sujet que l'on voit forcément monter en flèche et qui, j'allais dire, bouscule finalement, tous nos organigrammes, c'est la transition démographique qu'on ne peut plus ignorer. De vous à moi, c'est un des sujets qui est peut-être les plus sensibles et en même temps les moins bien traités par nos politiques publiques d'un point de vue finalement autant structurel, national que local, comment on adapte effectivement nos territoires, notamment au vieillissement des populations et surtout, on fera le lien avec la diapositive suivante, comment cela nous amène effectivement à interroger notamment nos services à la population et les choix qui vont devoir s'opérer avec justement des tranches d'âge qui bougent, avec également des trajectoires qui s'infléchissent très rapidement en termes de vieillissement dans un delta de 5 à 10 ans, avec des plateaux que l'on observe dans un temps peut-être plus long, 20-30 ans, avec justement un ralentissement de ce vieillissement. C'est à la fois très compliqué d'appréhender ces sujets-là et ça suppose, en tout cas, c'était notre point de départ avec Anna, d'avoir des outils, somme toute, assez simples, assez chiffrés pour se doter justement d'observatoires, de portraits. Vous les voyez effectivement à droite, c'est une spécialité d'ITA de construire justement des profils thématiques par population, par tranche d'âge, par thématique. C'est l'ensemble des sujets que l'on se doit effectivement d'aborder. Donc ce sujet de la transition démographique, on le met effectivement au premier point. Ça ne veut pas dire que les autres sujets ne le sont pas, mais ça permet justement d'enrichir aussi finalement le bagage des collectivités qui s'est fortement enrichi sur le sujet des transitions. En tout cas, c'est la lecture que l'on a pu faire durant le mandat 2020-2026, souvent effectivement de façon accélérée avec une prise de compétences. On a parlé effectivement en préambule des enjeux forcément du moment sur la GEMAPI, sur les politiques d'eau, bref, des sujets de transition très forts qui ont été pris à bout de bras par les collectivités, j'entends comité d'agglo comme comité de communes, et ce sujet de la transition démographique, souvent, effectivement, est un peu plus, justement, relégué. Ce qui nous emmène aussi à travailler sur cette approche peut-être plus sociale et d'intégrer une lecture peut-être un petit peu différente par rapport à une lecture classique des politiques publiques fonctionnant par compétences. On a pris l'habitude, nous, de travailler justement aussi par public cible. Alors ça peut paraître effectivement un peu étonnant d'évoquer ça, mais de travailler la transversalité dans les services en allant chercher justement le lien entre politique publique, entre compétences. Quand on s'intéresse justement aux seniors de plus de 75 ans, avec des enjeux de dépendance, aux néo-retraités, aux familles, et pourquoi pas aux familles effectivement monoparentales, aux adolescents et aux jeunes, bref, de pouvoir justement travailler cette transversalité en faisant le lien entre différents services, transport, logement, insertion, DevEco, etc., pour forcer aussi la transversalité à l'échelle d'un organigramme. Donc ces sujets, on les voit monter également, ça pose la question de fait, effectivement, de l'adaptation des services à la population dans une intercommunalité, mais ça nous semble effectivement très important et ça fait partie justement des enjeux émergents que l'on voit monter, comme les enjeux forcément en lien avec le développement économique. Vous le savez évidemment autant que moi, des enjeux de sobriété foncière vont être majeurs au cours des prochaines années et vont nous occuper indépendamment des objectifs réglementaires, vont occuper tous nos services dans cette façon justement d'aller rechercher la capacité à repenser du terrain et du potentiel sous-utilisé
dans dans des friches, mais aussi dans des équipements publics, dans des lieux vides, vacants ou sous-utilisés. On est sur ces enjeux-là qui nous emmènent justement à travailler peut-être différemment. Les défis, ça suppose de fait d'internaliser ces données pour objectiver de la data assez simple et j'ai envie de dire de la data accessible. Je vais finir effectivement là-dessus. On a eu beaucoup effectivement de diagnostics via l'ensemble des marges de contractualisation évoquées en préambule, beaucoup de diagnostics durant la période 2020-2026 qui ont aussi, en tout cas je parle à titre complètement personnel, perdu un certain nombre d'élus avec justement cette entrée peut-être technique et une part peut-être plus importante aux inventaires plutôt qu'à une analyse transversale, d'où effectivement cette importance à nos yeux du projet de territoire. Ce travail-là, il est hyper important de l'avoir effectivement en début de mandat, c'est-à-dire d'objectiver des datas, de les rendre aussi claires, lisibles, avec de l'infographie, avec des cartes assez rapidement, effectivement, transposables dans la représentation que peuvent s'en faire les élus. Et c'est un point, effectivement, fondamental quand vous évoquiez, Madame, en introduction, ce travail de présentation que vous faites service par service aux élus communautaires et aux élus municipaux. J'ajouterais effectivement que ce travail de présentation autour du bilan de chaque service doit se faire également dans cette optique de transmission d'un diagnostic, d'un point de départ qui va servir justement la réflexion des commissions et des séminaires politiques, stratégiques pour construire le projet de territoire. C'est le point de départ de ce cap pour le mandat 2026-2032. Je suis de retour et je présente toutes mes excuses. J'ai eu une coupure Internet, ça arrive toujours au pire des moments. Mais je n'ai pas de doute que Christian vous a bien présenté la réflexion qu'on avait. Je voulais juste ajouter, comme là j'ai entendu les 2 dernières minutes, ce qui nous semble important aussi là dans la matière qu'on apporte aux élus sur les grands défis du moment et du territoire, c'est de travailler sur l'alliance entre, certes, des données objectivées, donc plus des données froides, des données quantitatives, des données d'évaluation des actions de la collectivité, etc. C'est important effectivement pour objectiver des sentiments. Souvent, les élus, ils arrivent aussi en début de mandat avec eh bien, voilà, ce qu'ils ont construit pour leur programme politique, qui ont été nourris par des échanges avec les citoyens, etc. Mais c'est important de voilà, repositionner ça, redonner du cadre plus global, de la mise en perspective aussi par rapport à ce qui peut se passer ailleurs sur les territoires voisins, à l'échelle plus large, départementale, etc. Donc c'est là où voilà, ce travail d'objectivation, il est intéressant, mais de ne pas le déconnecter, bien entendu aussi, avec une approche plus sensible et Exactement. vraiment de s'appuyer sur les remontées de terrain aussi. Et c'est pour ça que typiquement dans les séminaires qu'on peut organiser, nous, sur les collectivités, on a certes les élus et les agents qui sont conviés, mais on a aussi la possibilité de venir inviter des professionnels de terrain, des commerçants, le tissu économique, des habitants, des représentants des usagers, etc., pour justement avoir aussi le regard de ceux qui vivent le territoire. Et ça en fait voilà, toute cette richesse entre objectivation et en même temps approche sensible pour venir corroborer certains ressentis euh, qui peuvent être mis en avant. Et pour compléter effectivement ce que tu dis, avant de laisser la parole aux participants, petite astuce, méthodo, pour jouer sur cette fibre sensible, en fait finalement c'est la revue de presse qui est un super complément justement aux data que j'ai pu évoquer. Revue de presse justement qui permet de dépersonnaliser le jugement apporté sur un territoire en laissant parler justement des unes de presse régionale ou d'articles faisant état de différentes problématiques pour renvoyer aussi cette représentation que finalement, je veux dire que la société civile et que les acteurs locaux se font du territoire. C'est hyper utile, ça aussi, pour justement reconstituer un collectif sur la base d'un partage de connaissances. Et donc, même chose,
question, est-ce qu'il y a des sujets, des enjeux, des défis qui vous interpellent plus particulièrement? On a fait un focus sur 2-3 sujets, mais j'imagine que vous avez des préoccupations tout aussi importantes de votre côté. Et je ne sais pas, Christian, si tu les as évoqués, mais effectivement, nous, en tout cas sur l'aspect démographique et social, toute Mm. la question de la courbe de la natalité et des Ouais, c'est impacts ça. que ça peut avoir sur beaucoup d'autres services, hein, et pas que les crèches, c'est aussi la pérennité des écoles, notamment, le vieillissement de la population et la gérontocroissance, l'accès aux soins, l'accès au logement pour les jeunes et pour les moins jeunes. Voilà, est-ce que voilà, vous avez des grands défis, des grandes mutations comme ça qui sont à l'œuvre et sur lesquelles vous identifiez qu'il va falloir aller chercher vos élus pour les mobiliser sur ces sujets majeurs? Est-ce qu'il y a des partages là-dessus? J'imagine que c'est le cas chez vous. On accompagne des collectivités qui se posent la question, effectivement, des places en crèche versus le, le- le soutien aux équipements pour seniors. Le Cibrésien Oui, en bah, Poitou est de retour. moi je veux bien, oui, moi je veux bien commencer si, comme je suis dans la, dans la lancée. Nous, on a les défis, là, c'est effectivement le service à la petite enfance. Donc, on se pose effectivement plein de questions par rapport, c'est le sujet d'aujourd'hui sur Ouais, notre tout à fait. territoire, hein, avec nous des problèmes effectivement d'abord de natalité, parce que le pays a tendance, notre territoire a tendance à vieillir, mais nous sommes quand même à proximité immédiate d'une agglo, donc on se retrouve des fois avec des jeunes familles qui peuvent vouloir venir s'installer, et on a jusqu'à présent, le fait de créer des services d'accueil pour le jeune enfant, il y avait les assistantes maternelles qui réglaient le problème. Aujourd'hui, nous, on est en déficit d'assistantes maternelles. Donc, dans le coup, c'est une politique qui doit être prise à bras-le-corps au niveau de l'intercommunalité, parce que nous avons la compétence petite enfance, enfance, jeunesse. Effectivement, ça va devenir peut-être aussi un argument d'installation des jeunes familles. Tout à fait. Donc là aussi, il y a des changements de mentalité au niveau des élus qu'il va falloir leur expliquer que la crèche peut être un argument autre que l'accueil d'une entreprise. Bon, là, il y a ça. Nous, on a un gros problème aussi au niveau des écoles. Alors là, c'est la limite, on va dire, au niveau de l'interco, hein. Nous n'avons pas la compétence scolaire, mais aujourd'hui, le DAZEN a tendance à se servir de l'interco comme étant en fait le rassemblement de toutes les idées, hein. Alors là, on est un peu les services déconcentrés de l'État. Je sais pas s'il y en a qui partagent ça avec moi, mais bon, moi je commence à saturer un petit peu. On rend, nous, il faut mener les politiques de l'État sur notre territoire. Rassembler les écoles, c'est pas notre compétence, mais il y a aussi toute cette question-là scolaire qui est en train aussi d'émerger au niveau de l'intercommunalité. Voilà. Ce sont des sujets, alors surtout liés en fait à l'enfance en fait, tout ce qui est lié au scolaire. En ce qui concerne après, vous savez, les compétences sur la santé ou sur l'économique. Alors, c'est notre compétence obligatoire. Nous, on révise le PLUI, donc on a retravaillé sur une politique économique territoriale avec des zones d'activité et puis des petites stécales locales. Mais après, tous les défis, là, c'est la population, service à la population, enfants, Ouais, jeunesse, tout à fait. mobilité et santé, bien vieillir chez nous, quoi. Voilà. Nous sommes une zone rurale où malheureusement nous n'avons pas ni Amazon ni personne qui vient s'installer. Donc on fait de l'endogène sur de l'aide à l'économie, mais c'est le service à la population qui fait que là ça va être une priorité communautaire. Voilà. Je voulais un peu rebondir pour laisser peut-être réagir d'autres collègues. Et on a 2 collègues qui ont levé la main également. Allez-y, hein. Il y a je vois pas votre nom en entier, Fabrice, j'imagine? Vous m'entendez là? Oui. C'est parfait. Et, je vais même me faire voir, puisque voilà, bonjour à tous. Je voulais juste intervenir peut-être sur un défi que vous avez un peu abordé aussi, mais qui est l'argent, en fait, tout simplement. La partie budgétaire, puisque les défis sont importants. Ils doivent être le plus possible partagés avec les communes membres de l'Interco dans le cadre du bloc communal.
On a entendu le mot magique qui est pacte fiscal et financier de solidarité. Et le dernier mot est pas neutre. Et du coup, c'est intéressant au-delà des enjeux, j'allais dire, démographiques, de transition écologique et autres développements économiques, d'avoir aussi l'enjeu du partage de la dépense, en réalité, inhérent à la conduite de projet vis-à-vis de ces enjeux-là. À la fois alors ce qui est peut-être un peu plus compliqué, mais qui peut être intéressant aussi, bien sûr par le bloc communal, donc avec les richesses collectives, mais aussi, moi c'est un petit peu mon cheval de bataille sur des projets importants, des richesses des habitants. Habitants au sens large, hein, que ce soit des habitants entreprises ou des habitants de particuliers, où là, on n'y est pas en fait, et je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir peut-être réfléchir aussi à ça. Quand je dis ça, c'est des financements participatifs ou des Exactement. participations à des investissements par des participations locales et fléchées localement. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ça comme ça. Alors l'argent, enfin les budgets, c'est jamais des sujets faciles à aborder avec les élus. Quand on leur demande dans quelle commission ils veulent se projeter, rarement on a des mains qui se lèvent ardemment pour faire partie de la commission finance, voire de la CLECT, c'est encore pire. Mais voilà, je ne vais pas dire que c'est le nerf de la guerre, mais c'est nataliste de dire ça. Pour autant, je trouve que ça peut être intéressant de réfléchir un peu dans ces prismes-là, en fait. Voilà. Alors, je me suis permis là de mettre l'image sur la troisième et dernière intuition, ou en tout cas diapositive qu'on voulait vous partager, parce que je pense que vous mettez effectivement le doigt sur quelque chose que moi, personnellement, effectivement, il y a encore 6 ans, je n'avais pas perçu. Je vous dis tout, effectivement, quand on faisait un projet de territoire il y a 6 ans, on le faisait de façon décorrélée des capacités de financement. Alors, peut-être que vous allez me regarder avec des grands yeux, mais dans les collectivités que nous avions accompagnées lors du mandat précédent, il y avait un projet de territoire, il y avait une stratégie, il y avait un plan d'action, souvent des chantiers assez ambitieux. Et après, dans un deuxième temps, les élus se lançaient justement alors, dans un pacte fiscal et financier qui revoyait bien souvent effectivement à la baisse les ambitions. Mais il y avait une double lecture entre des ambitions affichées et justement j'allais dire les limites financières. Aujourd'hui, dans les méthodologies et le besoin des collectivités telles qu'on l'imagine, les choses se font de façon radicalement différente avec alors, un pacte fiscal et financier, du moins une prospective financière, une PPI, qui se fait en même temps, voire même avant que le projet de territoire, pour mettre justement des limites aussi à l'idéation, à la créativité. Je pense que c'est forcément une obligation et plus qu'une tendance, une affirmation effectivement du mandat contraint que l'on vit. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je n'en sais rien. En tout cas, il faut faire avec. Mais en tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est d'un point de vue méthodologique, ça va supposer justement d'adapter aussi les façons de faire. Vous évoquiez le travail avec vos élus. Cet accompagnement-là, effectivement, auprès de vos élus est important, autant pour prioriser. Mais ça, j'allais dire, ils sont souvent habitués à faire ça, mais de fait également à arbitrer et par conséquent aussi à renoncer. Et ça, c'est des choses, moi en tout cas, à titre personnel, qu'on voyait somme toute assez peu lors du mandat précédent, cette notion d'arbitrage et de renoncement, justement pour se concentrer sur des sujets peut-être en lien avec les enjeux démographiques tels qu'on l'évoquait. C'est un point effectivement de plus en plus important. Donc ça, c'est des enjeux effectivement fondamentaux, vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Ça suppose de fait d'acculturer aussi les élus sur les marges de manœuvre financières. Ça, c'est vraiment une expertise financière qui est essentielle. Sur les leviers de recettes aussi qui pourraient être allés chercher. Vous avez aussi raison dans la façon d'aller chercher pourquoi pas du financement privé pour co-construire une politique publique. Là, on a mis en exergue justement l'une des rares
fenêtre pour aller chercher un budget annexe, la production d'énergie renouvelable. Ces sujets-là sont aussi importants pour éclairer les choix. Et je vais finir sur je vais dire presque sur cette lapalissade, sur cette façon de repenser peut-être le mandat à l'aune je vais dire peut-être d'une gouvernance légèrement différente. Les mots que j'ai mis en gras, en fait, sont le fruit des travaux que l'on mène actuellement avec les collectivités, justement, que l'on accompagne dans ce repositionnement. On parle désormais beaucoup, alors c'est pas nouveau, mais encore plus de mutualisation et de coopération avec les communes, justement, là où se fait le partage des compétences le plus fin, de voir également où se font les doublons, et là où il y a tout simplement des économies à faire. Vous voyez effectivement la petite illustration à droite. On appelle ça un profil de coopération. Alors là, c'est notre jargon à nous, mais qui permet de voir comment se fait aujourd'hui un travail sur certains chantiers communs en lien avec, j'allais dire, les services administratifs autant que techniques portés par les communes ou par l'intercommunalité. C'est un point effectivement qui est important et qui permet justement de voir finalement comment animer le bloc local de façon plus efficace. Il y a un travail de coopération avec les EPCI voisins. Quand vous évoquiez justement le bien vieillir tout en travaillant justement sur l'accueil de la petite enfance, ces sujets en fait ne peuvent pas se faire sans le travail avec justement les EPCI voisins et indépendamment, j'ai envie de dire, des strates de type Scott ou autres. Il y a un vrai travail à l'échelle de bassin de vie qui doit être mené justement à l'échelle des territoires voisins. C'est vrai pour les politiques territoriales, logement, transport, mais c'est vrai aussi pour l'accueil des populations. C'est un point effectivement très important et de ce travail-là, on en découle souvent l'émergence de contrats de réciprocité. Très simple, entre guillemets, à animer sur des politiques de mobilité, dans le cadre des bassins de mobilité avec la loi LOM, mais qui peut se faire également sur d'autres sujets. Parmi les évolutions, on voit aussi beaucoup finalement la politique RH de la collectivité avec des évolutions de fiches de poste. Alors, je prends souvent cet exemple qui est pas réducteur, mais de voir comment, justement, aussi ces dernières années, la compétence, vous l'évoquiez, développement économique, historique, a évolué. On est passé d'une logique de gestion d'un parc d'activités, finalement stricto sensu de foncier, à une fonction d'animateur. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes fonctions. Animateur j'allais dire des acteurs économiques, des entreprises, aller chercher des porteurs de projets, aller chercher pourquoi pas du cofinancement également. C'est une autre façon de faire la compétence, mais ça suppose aussi d'autres ressources pour vous, collectivité. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, je parlais de cofinancement. Avec les acteurs éco, effectivement, est-ce que c'est du financement participatif? Est-ce que c'est d'aller chercher également de l'investissement privé pour co-investir dans du parc de logement ou des solutions de transport, là où la puissance publique ne peut pas tout, mais d'imaginer comment effectivement une entreprise peut investir aussi dans du logement pour ses salariés. Je pense que c'est des sujets un peu nouveaux qui vont devoir être ouverts aussi dans le mandat 2026 avec cette logique de financement contraint que l'on évoquait. Voilà. Et puis la petite astuce, elle vaut ce qu'elle vaut, que j'ai mis effectivement dans le petit cartouche rouge. Mais c'est une petite règle, moi, que je me suis, qu'on a presque un peu anticipé en vue des prochaines élections et qui va nous permettre aussi de donner un peu le là des travaux immédiats après les élections. Par habitude, je dis souvent, effectivement, s'il y a un renouvellement large du conseil communautaire, c'est-à-dire que si vous avez des nouveaux élus, majoritairement, vous allez être d'abord sur de l'acculturation. Et effectivement, le rôle du transfert de savoir va être hyper important et prépondérant, peut-être même avant même des travaux de priorisation. À l'inverse, si vous allez vous inscrire dans une reconduction majoritaire de vos élus, c'est là où justement des arbitrages peuvent être pris assez rapidement et ça accélère. Évidemment, le mandat, c'est à nouveau une lapalissade que je dis, mais vous devez effectivement avoir ça en tête.
Voilà, j'ai fini un peu au pas de course. Navré, effectivement, on avait plein de choses à partager et peut-être que vous souhaitez peut-être vous-même conclure avec quelques contraintes que vous identifiez en lien avec ces sujets, justement, du financement. J'imagine que c'est partagé, mais peut-être pas de façon aussi intense par les uns et les autres. On est preneur d'un petit retour. Si personne n'intervient, je veux bien rebondir, Allez-y. mais très très rapidement, hein, juste complètement confirmer ce que vous dites évidemment, et pas le redire, mais dire aussi que de l'argent, il y en a en fait. Tout à fait. Vous Juste avez pour raison. se dire que il n'y a pas de. Alors, je trouve que le mot renoncement ou arbitrage est un petit peu, je vais dire, Un peu fort? négatif Oui, ouais. ou contraignant. Et c'est sous l'angle où alors, je ne vais pas faire bisounours, mais on est plus sous l'angle, j'allais dire contrainte que l'angle co-construction. Pour autant, quand je dis de l'argent, il y en a, c'est que on sait qu'on a des territoires, enfin, pas partout, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on est plutôt bien noté et coincé entre une communauté urbaine et la frontière suisse. Et du coup, c'est plutôt dynamique et sur notre territoire, il y en a plutôt pas mal. En tous les cas, c'est évident et on peut aller la chercher. Mais en fait, quand vous disiez que les métiers bougent et que la RH et les fiches de poste et les évolutions de recrutement doivent se faire, c'est évident aussi. C'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, Tout à fait. c'est pas des profils qu'on a en interne. C'est pas des compétences qu'on a. Et il faut peut-être aller les chercher, du coup, aussi, pour les développer. Donc voilà, juste peut-être une petite note un peu d'optimisme, de positivisme là-dessus, parce que c'est loin d'être perdu. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de renoncer à des choses. On peut les faire différemment et aller les Exactement. chercher différemment, en fait. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et je dis rien de plus. Vous avez tout dit. Est-ce qu'il y avait une Oui, autre contribution? Oui. Dans le- Oui, je allez-y. voulais Allez-y. finir moi aussi simplement dire que nous, on se rend compte de plus en plus. Alors, nous avions une prospective financière avec un PPI. Voilà, aujourd'hui, les intercos ont quand même un plan pluriannuel d'investissement. C'est quand même la priorité d'une communauté de communes, c'est les investissements. C'est des gros équipements qui sont d'intérêt communautaire et qui servent pour l'intégralité du territoire. La seule chose, effectivement, nous, où nous allons maintenant commencer à prendre, à faire attention, c'est la limite au niveau RH et les charges de fonctionnement qui s'incombent derrière. Vous parlez de mutualisation, moi j'ai rebondi là-dessus parce que c'est très compliqué la Oui. mutualisation. Mm. Nous avons en plus nous avons des secrétaires de mairie où c'est compliqué sur nos territoires aussi. Et donc, et les villes-centres aussi. En fait, tout le monde est au taquet au niveau quand même. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, au niveau des intercos. Donc voilà. Euh, et la charge de fonctionnement, moi personnellement, hein, m'inquiète au niveau des intercos. Voilà, on augmente nos charges de fonctionnement. On est toujours dans les investissements parce qu'on nous demande quand même des équipements structurants qui coûtent de plus en plus cher. Et puis l'État maintenant nous rajoute des gendarmeries ou Oui, bien tout à fait. des choses comme ça. Et on se retrouve quand même dans des charges de fonctionnement. Et moi, ça va être le chapitre qui va être le plus regardé aujourd'hui parce que ben, nous sommes limités en fonctionnement et nous serons aussi limités derrière en service avec des spécificités aussi pour faire des projets, quoi. Enfin Mm. voilà, ça c'était la chose que moi je voulais réagir par rapport à ça. La prospective financière pour un PPI et un investissement, ça va, mais sur le fonctionnement, ça sera beaucoup plus problématique. Enfin, nous, ça va l'être. Et je demanderai donc coup à Auxilia aussi de nous aider, Auxilia de nous aider. On a travaillé avec vous sur notre fusion. Et c'est vrai que on a besoin des fois aussi d'une aide par rapport à ça. Voilà, sur Ouais. une prospective fonctionnement.
Il est intéressant votre retour effectivement sur les règles qui vont devoir effectivement s'appliquer aussi sur les RH, et ça fait le lien avec l'intervention précédente aussi sur des fiches de poste qui doivent bouger aussi certainement à terme, quoi. Euh, on arrive à la fin de la Pardon, présentation, Anna. il y avait également un commentaire qui avait été mis tout à l'heure, là, il y a une quinzaine de minutes par Ouais. Sylvia Pena ou Peña. Intéressant aussi, qui disait, lorsqu'on parlait de la compétence scolaire, etc., le DAZEN ne connaît pas l'interco, ce qui peut poser d'autres problèmes. Et on disait donc tout à l'heure, en premier point, le début de mandat, c'est aussi l'occasion de remobiliser, certes, les élus, mais ça peut aussi être l'occasion d'aller bien remobiliser aussi les partenaires. Et à nouveau, nous, là, dans la méthodologie qu'on a imaginée, les partenaires financeurs et majeurs du territoire peuvent être conviés là, dans cette démarche de Tout à fait. remise en route pour aller chercher et ne pas rester sur un fondement historique de partenariat qui ne fonctionne pas. C'est aussi là l'occasion d'une nouvelle dynamique et de relancer ça, quoi. Alors, très rapidement, juste pour vous présenter effectivement, nous, la méthodologie qu'on avait envisagée là pour ce renouvellement de mandat. Notre réflexion, ça a vraiment été, et Christian l'a dit tout à l'heure, ne refaisons pas ce qui a déjà été fait, notamment pour toutes les collectivités qui ont déjà un projet de territoire sur lequel s'appuyer, mais voilà, soyons efficaces et reposons les bases. Et donc, ce que l'on propose, c'est d'avoir un temps justement donc de recueil et analyse des données statistiques pour dresser ce profil du territoire qui peut être un outil vraiment à poser sur le bureau des nouveaux élus. Et comme le disait là, la DGS du Civraisien en Poitou, vraiment de leur donner aussi à voir le territoire et physiquement, mais aussi les dynamiques qui sont à l'œuvre en termes sociodémographiques, etc., sur le territoire. Donc voilà, on a envisagé ça. Et ensuite, on a envisagé l'organisation de 2 séminaires participatifs pour justement constituer ces binômes élus-agents, présenter les services, mais aussi revenir sur ce qui a été réalisé. Donc faire le point sur les actions qui ont été mises en œuvre dans le mandat précédent et prendre du recul sur qu'est-ce que ça a apporté et comment est-ce qu'on peut s'améliorer demain. Donc ça, c'est une première séance de réflexion qu'on propose de mener avec tous les acteurs du territoire. Et une deuxième qui, là, serait plus axée sur quelles sont les priorités stratégiques pour vous, élus, au vu de toute cette matière-là qu'on vous aura donnée, au vu de ces nouveaux défis qu'on vous aura posés, au vu du bilan de l'évaluation qu'on aura fait ensemble. Voilà. Quel est le cap à tenir ensemble? Et donc, comme le disait effectivement Christian tout à l'heure, dans notre approche, voilà, on cherche aussi à vraiment créer ce collectif et à faire des temps qui fédèrent tous les acteurs du territoire. Et je rebondis aussi, donc cette méthodologie, on l'a imaginée comme ça. Maintenant, l'idée, c'est de faire du sur-mesure aussi pour répondre à vos besoins, à vos habitudes. Si vous voulez qu'on vous aide à organiser une visite sur le territoire, même si vous le connaissez forcément mieux que nous, ben, voilà, on peut être mobilisé. Et puis surtout, je rebondis sur Ouchet Montagne qui nous disait enjeu de faire comprendre aussi les priorités et le projet de territoire aux habitants. C'est vrai que ça peut être une brique aussi complémentaire dans cette Tout à fait. méthodologie-là. Soit d'associer les habitants dans la construction des priorités, soit à minima d'avoir une synthèse communicante de voilà les 3-4 grands chantiers, grandes priorités, grands défis du mandat. Donc ça, on a aussi les compétences si toutefois il faut vous accompagner typiquement sur ces sujets-là en matière de communication et de participation citoyenne. Christian, est-ce que tu voulais ajouter un petit mot Non. sur Dire que c'était un moment passé en votre compagnie très sympa. Ça a permis de se partager finalement quelques intuitions, de voir qu'on était aussi un peu dans le vrai, à l'écoute de vos commentaires. Donc c'est toujours rassurant de se dire qu'on est finalement, on partage tous une même, une même envie de réussir en ayant conscience forcément des difficultés. Mais c'est ce qu'on voulait faire aussi, c'était forcément de partager, parce que c'est rassurant de savoir que on vit tous la même chose. Donc on est à votre disposition